Bon après-midi à toutes et à tous. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à entrer et nous avons plus de 900 participants enregistrés. Donc, j'espère que vous serez nombreux à vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Isolina Boto, je suis le co-lead qui organise cette session avec la PAFO, l'Organisation panafricaine des agriculteurs. Nous avons une série de sessions, c'est la 12e, sur des sujets qui visent toujours les organisations agricoles, les petites coopératives, les petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises, toujours des sociétés africaines et qui ont toujours à voir avec les aliments transformés ou non transformés. Et nous avons quelques remarques et quelques aperçus venant de participants d'entreprise. Donc, c'est un sujet très intéressant aujourd'hui, développé par les compétences en matière d'entreprise, développées par les petites et moyennes entreprises africaines. Nous connaissons toute l'importance des PME pour l'alimentation et la sécurité alimentaire. En Afrique, il y a également de nombreux défis, y compris pour le financement des infrastructures, le manque de connexion au marché, et bien entendu, le manque de certification qui sont une série d'obstacles euh, qu'il faut surmonter pour pouvoir élargir son travail. Il est donc important de traiter de tous ces sujets aujourd'hui, et vous aurez vu cela dans les notes que nous avons développées. Nous voulons parler des compétences commerciales dont vous avez besoin, des compétences en matière financière, en ressources humaines, en leadership, et les compétences techniques dont vous avez nécessaires pour passer de la culture à la transformation et la commercialisation, et bien sûr, tout cela de façon durable. Donc, sans plus attendre, parce que nous avons une série de panélistes très intéressants aujourd'hui, nous avons 4 sociétés d'Angola, du Burkina Faso, du Ghana et du Malawi, donc une représentation assez fournie. C'est également la première fois que nous aurons une interprétation portugaise disponible. Merci beaucoup à la direction d'avoir veillé à cela et nous aurons des discussions à la fin et puis nous écouterons Reforum et Optimise. Mais avant cela, je voudrais donner la parole à Babafemi Oyewole, qui est le directeur général de l'Organisation panafricaine des agriculteurs. Je sais qu'il est tard pour toi. Tu es à Tokyo en ce moment. Docteur Oyewole, vous devez le connaître, la plupart d'entre vous, non seulement dans son poste actuel, mais il était également le PDG de l'Alliance panafricaine commerciale et de l'Alliance africaine de la noix de cajou. Il a également occupé un poste dans le secteur de l'énergie et bancaire. Donc, sans plus attendre, je souhaite la bienvenue à Dr. Bafemi Oyewole et également au délégué général de COLI, de Jérémy Knops, qui vous partagera ses impressions un peu plus tard. Dr. Bafemi, vous avez la parole. Votre micro est coupé. Veuillez à l'allumer, s'il vous plaît. En bas à gauche, à côté de la vidéo. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Isolina pour ces quelques mots de présentation. C'est un plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui. Et chers membres du PAFO Coléade, chers participants, membres du panel, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon après-midi ou bonsoir selon où vous vous trouvez dans le monde. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir tous aujourd'hui pour cette session, cette première session de notre série. C'est la première depuis la nouvelle année. Alors, je crois que la plupart d'entre vous connaissent déjà ces séries. Je vous rappelle que nous disposons de la traduction simultanée en anglais, en français et en portugais. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont lusitophones, vous pourrez choisir donc entre ces 3 langues. Et
Je me présente, je suis donc le président de l'Organisation des agriculteurs, organisation panafricaine qui représente donc la voix de 80 millions agriculteurs en Afrique. Ces innovations sont organisées en ligne tous les 2 mois dans le cadre d'un partenariat avec le Coléad. Et il s'agit donc de donner une vitrine à toutes ces expériences d'entreprises africaines. Ce sont des histoires réussies. On voit ici les compétences, l'esprit d'entreprise. C'est important pour les PME qui jouent un rôle essentiel en ce qui concerne la sécurité alimentaire sur le marché qui nous intéresse. Et il est important de pouvoir assurer également à ces agriculteurs qu'ils puissent avoir un développement, une croissance économique, un développement et tout cela bien entendu de manière durable. Il faut donc faire preuve d'adaptabilité, de résilience, développer également des compétences dans le numérique, nouer des partenariats, promouvoir également toute une série d'éléments pour passer à une mise en échelle qui vont permettre l'exportation. Nous voulons également soutenir les jeunes et les femmes entrepreneurs pour créer de l'emploi, pour particulièrement être présents à l'avant-plan du secteur agricole. Je saisis cette opportunité pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont inscrits. On m'a dit qu'ils étaient près de 900 à s'être inscrits. En tout cas, au cours des années et depuis que nous avons mis en place cette série sur l'innovation, nous voyons que les jeunes entreprises, les entrepreneurs, les femmes, en fait, vraiment utilisent toutes leurs compétences pour pouvoir relever les défis mondiaux auxquels ils sont confrontés. Je vous remercie, chers membres du panel, d'avoir accepté notre invitation et nous remercions évidemment nos partenaires financiers et techniques pour leur soutien indéfectible. Et nous faisons en sorte qu'avec ces séries d'innovations, le plus grand nombre de personnes puissent bénéficier de notre expérience, de votre expérience. Et c'est sur ces mots que je cède à nouveau la parole à Isolina, qui va nous animer les débats. Et je vous souhaite un débat extrêmement fructueux. Merci à tous. Merci, Dr Babafemi. Je sais que vous vous joignez à nous depuis l'autre bout du monde. Effectivement, nous remercions nos partenaires financiers et techniques. Aujourd'hui, c'est le Coléad, la Commission européenne, la DG pour le développement. Bien entendu, il y a également l'Organisation des États africains, des Caraïbes et des Pacifiques. Et vous savez que la série a été lancée il y a tout récemment et vous pouvez encore présenter des demandes d'aide ou d'assistance qui est gérée par Jérémy, qui est vraiment présent à tous les échelons de l'esprit d'entreprise pour comprendre la capacité de développement, les marchés, l'assistance technique et tous les liens avec la recherche, le partenariat. Et vous aurez l'opportunité donc de vous joindre à nous et de travailler avec nous à l'avenir. Alors, merci beaucoup, Dr Babafemi, parce que ça a été un excellent partenariat que celui-ci avec le PAFO. Il s'agit donc d'établir un lien entre les petites entreprises, le monde même des micro-entreprises, qui est un point d'attention particulier pour le Coléad. Alors, nous allons vous présenter maintenant le premier orateur de l'Angola. Merci beaucoup, Madame Marlène José, qui est PDG Foodcare. Vous avez déjà promu en grande mesure cet événement au sein de vos communautés et de vos partenaires en Angola. Marlène José a reçu une formation
en relations internationales et marché logistique. Après avoir travaillé dans plusieurs industries manufacturières, elle a lancé Foodcare avec pas mal de réussite en réalité, non seulement du point de vue des normes de sécurité alimentaire, mais également pour l'accès au marché européen et américain. Donc, Marlène José, une fois de plus, je vous remercie, obrigado, et je vous cède la parole. Bonjour à tous. Merci Zelina. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Je m'appelle Marlène. Oui, nous voyons votre présentation PowerPoint. Oui, tout fonctionne bien. Je m'appelle Marlène José. Je suis angolaise et Foodcare est une société transformatrice de nourriture à Rwanda. Et ici, nous résolvons les problèmes de sécurité alimentaire et nous créons les conditions pour pouvoir transformer en toute sûreté les aliments locaux. Pour vous donner une illustration, je présente les aliments qui sont riches en nutriments, mais qui sont contaminés pendant leur transformation pour le marché. Et certains de ces produits arrivent même sur les étalages du supermarché. Nous avons donc produit une solution pour pouvoir donner les mêmes produits, mais transformés en suivant les normes internationales HACCP et ISO et pouvoir les vendre dans le monde entier. Ça, c'est la première phase de notre projet. Nous voudrions également investir dans les produits en PET pour notre production. C'est un sérieux problème pour les transformateurs d'accéder au marché formel. Nous avons beaucoup de personnes qui préparent des confitures ou d'autres produits, mais qui ne disposent pas de récipients pour pouvoir les mettre sur le marché. Et donc, nous avons des personnes qui transforment les bouteilles, mais traitent l'eau, mais qui n'ont pas d'accès au PET et c'est cette lacune que nous devons combler. Nous avons également une chaîne de valeur en matières premières pour l'année entière. 90% des agriculteurs en Angola dépendent des pluies pour pouvoir transformer leurs récoltes et leurs cultures. Et donc, comme nous cherchons encore des partenariats pour nous aider et aider euh, les agriculteurs pour qu'ils puissent euh, traiter l'eau à l'aide de panneaux solaires. Voici notre euh, euh, usine pilote où nous traitons le produit du point de vue sanitaire. Ce sont des produits biologiques. Nous employons deux systèmes de préservation, une conservation normale pour les fleurs et pour le beurre de cacao. Et pour les feuilles, nous les entreposons congelées. Donc ici, vous voyez la transformation du manioc et nous mettons ces produits à moins 19 degrés avant de pouvoir les amener sur le supermarché ou au consommateur final. Pour notre marché, ce sont les principaux supermarchés d'Angola, ce qui suppose une grosse différence dans nos ventes. Il est également possible d'acquérir nos produits en ligne. Nous faisons des livraisons. Nous sommes présents dans tous les médias sociaux. Nous distribuons déjà dans 4 autres provinces par les supermarchés Kero. C'est la plus grande chaîne de supermarchés en Angola. Et nous avons commencé nos exportations. Actuellement, nous sommes au Portugal. Ça fait maintenant 2 semaines que j'y suis et nous cherchons des distributeurs ici. Si vous êtes l'un d'entre eux, n'hésitez pas à me contacter car nous voulons exporter nos produits. Nous avons bien commencé. Nous sommes certifiés, comme je disais, HACCP et agréés également par l'AFD américaine. Nous existons depuis plus de 2 ans et nous avons des ventes mensuelles pour valeur de 10 600
dollars US avec plus de 300 travailleurs. Je dirais que les marchés publics sont nos principaux concurrents et j'espère que cela changera parce qu'il est important que les gens puissent traiter leur alimentation de façon sûre. Les gens n'ont pas toujours confiance d'où proviennent leurs produits, donc notre système est une bonne valeur ajoutée. Je dirais que ce qui nous distingue, c'est que nous innovons dans la qualité, dans l'accessibilité et nous améliorons ainsi la sécurité alimentaire. Le principal défi de notre marché, c'est les investissements importants qui sont nécessaires. Comme vous savez, en Afrique, on manque de tout. Il est très difficile d'obtenir des investissements, un soutien financier, soutien technique et des compétences de gestion. Donc, nous n'avons pas assez de personnes formées dans la transformation et je pense que ça, c'est le principal défi que nous devons relever. Voici notre équipe. Hamilton José est mon partenaire dans la vie et dans la société. Nous avons Marlène José, pardon, Germana Pedro qui fait le marketing et qui est la conceptrice et nous avons Louisana Mesquita. Nous avons 11 travailleurs fixes et 25 travailleurs à temps partiel, ce sont des personnes qui travaillent dans les supermarchés ou des personnes qui viennent nous aider pour donner un coup de main lorsque la production augmente. En 2020, nous avons validé notre idée, notre concept. Et nous avons lancé notre société en janvier. En mars, nous avons été frappés par la COVID, mais nous sommes encore ici, grâce à Dieu. En 2022, nous avons pu accroître nos infrastructures et nos ventes et nous avons commencé à penser à l'exportation. Nous pensons arriver à un seuil de rentabilité en 2024. Nous sommes alignés sur les objectifs de développement durable, avec les objectifs 1, 3, 8 et 12. Alors, ce qu'il faudrait retenir sur les leçons que moi j'ai apprises comme femme d'affaires africaine, c'est que la première chose, c'est qu'il faut bien planifier et l'exécution, ces deux éléments sont clés pour pouvoir, et il faut suivre ce qui a été prévu. C'est vraiment important. Puis, il faut maîtriser son métier, être constante et patiente. Et il faut euh, faire du mentorat et il faut s'autonomiser. Il nous faut pouvoir permettre aux gens de s'épanouir. Et l'exercice physique et mental sont importants également. Soit nous mourrons pendant que nous, enfin, on arrive au bout de nos aspirations ou c'est la fin. L'apprentissage, l'éducation continue et l'innovation la formation continue et l'innovation sont fondamentales. Également, il faut pouvoir être capable de s'adapter et d'ajuster le tir, être motivé et résilient et pouvoir prendre les responsabilités qui correspondent. Et ça, c'est un sérieux problème, mais il faut pouvoir assumer ses responsabilités. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup aux collègues. Merci de m'avoir invité à vous présenter notre entreprise. Merci beaucoup, Marlène, pour cette présentation combien intéressante. C'est un bon résumé, en fait, des compétences nécessaires. Merci également pour la mini-session à laquelle tu avais été présente auparavant. Je ne le savais pas, c'est un message. Je sais que de nombreux entrepreneurs sont parmi les participants qui se sont inscrits. Il suffit de regarder au chat, regarder le chat pour le savoir. Et bien entendu, n'hésite pas à te mettre en rapport avec nous. Axel te donnera l'email où tu peux te mettre en rapport avec nous si tu veux. Et si vous êtes des entrepreneurs qui réussissent, n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec nous comme Arlène vient de faire. Nous avons
des personnes d'Argentine et des Caraïbes et de nombreux autres pays. Alors, sans plus attendre, je ne sais pas si M. Dioma est prêt à faire sa présentation. Je vais donner la parole à Marion Thompson, qui est la directrice de Biotropical Products. Elle a été chef d'entreprise dans le secteur de l'hôtellerie, des voyages, du tourisme. Depuis 5 ans, elle s'est lancée dans l'agripreneuriat pour mettre en œuvre sa volonté de développer la prochaine génération de leaders du secteur agroalimentaire, en particulier les jeunes, comme disait Baba Femi, et les femmes. Vous constaterez que nous avons de nombreuses femmes qui présentent leur réussite dans cette session et dans d'autres également, et elle est très impliquée dans le secteur agroalimentaire. Elle va partager avec nous les responsabilités qui pèsent sur ses épaules pour les stratégies de croissance et son impact social. Et nous serons très intéressés, également le PAFO également, parce que le PAFO a réalisé une étude dans la zone de libre-échange commercial africaine, et maintenant les agriculteurs, les petits exploitants et les MPME peuvent arriver à ces marchés. Et donc, je cède maintenant la parole sans plus attendre à Marianne. Nous ne vous entendons pas, mais nous voyons très bien votre écran. Donc, n'oubliez pas d'allumer votre micro. Vous disposez de 10 minutes. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien maintenant? Parfait. Et nous apercevons très bien vos diapositives. Est-ce qu'on peut me dire si on m'entend? Oui, oui, on vous entend très bien, Marianne. Marianne? Il semblerait que Marianne ne nous entende pas. On va essayer de la contacter au niveau bilatéral et nous allons passer alors à l'orateur suivant et nous reviendrons. Ah, est-ce qu'on m'entend là maintenant, dit Marianne? Oui, c'est elle qui ne nous entend pas. Alors, Monsieur Dioma? Oui, allô? Oui, je suis prêt. Oui. Oui, oui. Si on peut m'aider. Voilà. Voilà, merci. Effectivement, vous m'entendez? Voilà, merci. Et après la présentation, je vais vous présenter rapidement Diploma Bio, Union des producteurs de la mangue biologique de la région des Hauts-Bassins. C'est 42 producteurs répartis en 3 groupements et une femme. Donc, ça fait 43 producteurs en tout qui produisent effectivement de la mangue fraîche et aussi des fleurs séchées d'hibiscus qui sont certifiés en agriculture par Écossaire
et aussi en équitable fair trade et aussi en ACCP pour la mangue séchée. Voilà un peu présenté au niveau de Ipromabio, qui nous sommes, et c'est depuis 2015. En fait, Ipromabio existe depuis 2009, mais à part de 2009, Ipromabio, en fait, donnait sa mangue à une autre structure qui la transformait, qui l'exportait. Mais à part de 2015, Ipromabio s'occupe elle-même de sa transformation et de l'exportation. Je peux continuer? Bonjour. Et voilà, au niveau de Ipromabio, il faut dire que c'est une société coopérative. Vous avez le président, Eugène Milogo, les vice-présidents, Sondé Traoré, et les trésoriers, Sibri, en fait, qui sont des producteurs. Et maintenant, à droite, vous avez les directeurs moi, Étienne Christian Dioma, c'est moi qui suis en train de faire la présentation, les gestionnaires financiers et puis la technicienne agricole, nous sommes les 3 employés de Ipromabio. Voilà. Maintenant, au niveau de la transformation, il faut reconnaître que nous faisons du séchage de la mangue et c'est des séchages semi-artisanaux que nous utilisons. Et on a une capacité effectivement de production moyenne de 25 tonnes pour nous, notre séchoir. Mais en plus de ça, il faut reconnaître que là où nous sommes installés à Bobo-Dioulasso, il y a pratiquement près de 40 unités de séchage à Bobo-Dioulasso actuellement et beaucoup de réseaux de distribution. Et dont nous en sommes d'une, dont il y a quelques unités de séchage aussi qui, en plus de notre mangue séchée, nous fournissent aussi de la mangue séchée pour l'exportation. On peut continuer, voilà. Et actuellement, effectivement, nous exportons sur l'Europe et nous avons exporté en 2016 sur les États-Unis. Et après 2016, par manque de certificat ACCP, et nous n'avons pas pu continuer avec ces clients aux États-Unis. Mais en 2019, nous avons pu acquérir nos certificats ACCP. Et malheureusement, ces clients avaient signé déjà des contrats avec d'autres fournisseurs. Et actuellement, nous sommes en train de travailler à revenir avec ces clients-là pour travailler. Mais en attendant, nous exportons beaucoup plus en Allemagne et puis en France, en ce qui concerne la mangue séchée et puis les fleurs séchées d'hibiscus. Et justement, nous les faisons par conteneur. Voilà, et nos exportations que vous pouvez voir en 2020, nous avons exporté, mais il faut reconnaître que notre plus grande exportation s'est passée en 2016, où nous avons exporté pratiquement 53 tonnes. Mais après 2016, nous n'avons pas pu exporter une telle quantité et nous sommes toujours retrouvés autour de 24 et 25 tonnes. Et maintenant, c'est à partir en 2022 que nous sommes passés à 36 tonnes. Et en 2023, apparemment, bon, ça va augmenter encore plus. Et vous voyez un peu nos chiffres d'affaires aussi qui sont un peu à droite avec ce que nous avons pu faire pendant ces 3 dernières années. Voilà. Maintenant, il faut reconnaître que les défis qui nous restent à mener, d'abord au niveau de la production, nous avons un grand défi. Puisque face au phénomène de changement climatique, nous sommes confrontés à un très grand problème. Et les phénomènes de changement climatique apportant beaucoup de changements, ça fait que nous ne maîtrisons même plus les périodes de production. C'est-à-dire les périodes de production à l'époque qui partaient même souvent du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Mais actuellement, nous commençons à sécher vers fin avril et souvent en juillet, nous n'avons plus de mangue pour sécher. Donc, ça, c'est un peu lié au phénomène de changement climatique où il faut vraiment commencer à chercher des solutions au niveau de la production. Maintenant, au niveau de la transformation, effectivement, nous voulons passer vraiment du séchage semi-artisanal vers un séchage industriel, un séchage moderne. Et des équipements existent actuellement et bon, il faut effectivement des moyens financiers pour le faire. Nous sommes en train d'y travailler pour voir dans quelle mesure nous allons moderniser nos équipements de transformation. Nous voulons aussi un peu diversifier notre transformation. En dehors du séchage de la mangue, nous voulons aussi faire en plus de ça de la purée de mangue. Nous avons fait des essais déjà, ça fait 2 ans, mais malheureusement, on n'avait pas d'emballage pour pouvoir l'exporter. Mais nous venons de recevoir les emballages et en principe, à partir de l'année prochaine, en plus de la mangue séchée, nous ferons aussi de la purée de mangue. Et nous souhaitons aussi diversifier notre clientèle. La diversification de la clientèle, en fait, c'est pour nous amener un peu à aller aussi vers les marchés nationaux et sous-régionaux que nous ne maîtrisons pas, comparativement au marché international, que nous maîtrisons plus même que le marché national et sous-régional. Nous voulons travailler vraiment aller aussi sur ces 2 marchés-là, en plus du marché international. Voilà un peu ramasser les défis que nous avons à mener actuellement.
Voilà un peu présenté. Bon, je pense que je suis resté dans les 10 minutes. Iproma Bio avec quelques slides et je pense que vous avez bien compris ce que je viens de dire. Je vous remercie. Non, il est importé de la France. De la France. Marianne, vous nous entendez? Madame Thompson, Marianne, vous nous entendez? Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle entendait très bien Monsieur Dioma. Est-ce que vous pouvez nous partager votre présentation et allumer votre micro? Madame Thompson, parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, je vous présente très rapidement. Est-ce que vous voulez partager votre présentation? Est-ce que vous voulez qu'Axel vous aide? Mary Thompson est directeur général de Biotropical Products Company au Ghana, elle est chef d'entreprise au secteur d'autres domaines. Elle a une expérience préalable. Nous avons ça pour de nombreux entrepreneurs. Ils n'ont pas tous des ils ne sont pas tous du milieu agricole. Dans le cas de Marianne, elle travaillait dans l'hôtellerie, le voyage et le tourisme, puis elle est devenue très passionnée pour l'entrepreneuriat agricole, en particulier pour les femmes. Elle a commencé à lancer sa propre société. Elle est très intéressée par le PAFO et à nous pour le soutien que les entrepreneurs peuvent recevoir par nos organisations, en particulier dans la zone africaine. Donc, Marianne, c'est à vous. Bon après-midi, bonjour, bonsoir, tout dépend d'où vous vous trouvez. Biotropical Products Company a été fondée en 1984. En 1984, en tant qu'entreprise agricole. Et il y a 5 ans, nous avons changé notre orientation lorsque j'ai commencé à participer dans la transformation des agrumes. Les écorces et les pelures d'agrumes en différents produits, comme les écorces de thé. Et récemment, nous avons ajouté pour le marché africain le beurre de karité et les coques de cacao. Nous avons 300 acres d'exploitation d'agrumes biologiques et 200 acres qui proviennent de 59 petits cultivateurs bio de la région centrale du Ghana. Au départ, nous avions davantage de petites exploitations, mais il est devenu très difficile de pouvoir gérer ces participants dans notre entreprise. Nous avons donc décidé de réduire la voilure et de développer leur exploitation. Est-ce que je pourrais avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît? Voici quelques exemples de nos produits. Ce sont les écorces de quartier d'orange qui sont utilisées principalement pour la production de thé, de produits cosmétiques. Puis nous avons les écorces d'orange employées pour le thé, les coques cacao biologiques et le beurre karité. Comme je disais, ce sont 2 produits que nous venons d'ajouter. Dans nos exploitations, nous avons du cacao et nous sommes certifiés, nous avons la certification biologique. Maintenant, il nous faut accélérer la marche et poursuivre davantage de certifications. Grâce à l'étiquette verte, nous pouvons exporter vers l'Europe et on ne peut pas exporter vers l'Europe, le Canada, les États-Unis en tant qu'agriculteur biologique sans ces certifications. L'agriculture biologique est un domaine très difficile parce qu'elle elle exige beaucoup de travail, mais nous pensons que c'est la façon qu'il faut de faire pour pouvoir avancer. Nous avons très rapidement cherché la certification pour le commerce équitable. La raison, c'est que quand on a cette certification, toutes les questions
liées au marché du travail sont beaucoup plus transparentes pour vos travailleurs et pour vos partenaires. Actuellement, nous sommes en train d'essayer d'obtenir la certification HACCP, mais je reviendrai sur les défis que cela représente pour nous. La stratégie que nous avons adoptée, comme je disais, était de nous étendre dans le marché international parce que nos produits ne payent pas suffisamment au niveau local. Alors, nous avons été assez persistants et nous avons pu faire participer la GIZ au cours des 5 dernières années. Et je conseille en fait à tous les entrepreneurs de vraiment rechercher à travailler avec des organisations qui peuvent les aider à développer leur entreprise et leur propre ambiance. C'est trop difficile à faire tout seul, il faut l'aide, mais si vous avez un cadre structuré comme le COLIAD, par exemple, où on sait comment pouvoir établir la stratégie de son entreprise. L'IPD, c'est l'unité de marketing de la GIZ, a également participé. Cognos International nous a donné l'assistance technique au départ de l'Allemagne et nous avons donc frappé à toutes les portes pour pouvoir travailler avec ses partenaires. Et ainsi, sans eux, il est impossible d'arriver aux exigences pour l'exportation. En fait, c'est vraiment miraculeux. Les entreprises que nous avions et les commandes que nous avions, nous ne pouvions pas les honorer avec les fonds que nous avions. Donc, je reviendrai là-dessus lorsqu'on parlera des finances. Mais sans fonds, on ne peut jamais arriver à nos objectifs. Peut-on passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Alors, nos défis, quels étaient-ils? D'une part, il y a le manque d'intérêt des jeunes pour l'agribusiness. Dans un périmètre de 10 miles, il n'y a ne veulent pas s'occuper de l'agriculture. Donc, nous avons quand même essayé de les former à l'agriculture biologique. Et puis, l'aide financière est un autre problème. L'accès au marché a été peut réussir aux États-Unis. Et pour l'Europe, si vous pouvez parvenir à avoir des produits biologiques et que vous êtes certifié pour l'Europe et les États-Unis, vous pouvez y aller. Et donc, nous espérons pouvoir entendre du COLID ce qu'ils peuvent fournir comme assistance financière. Ensuite, questions liées à la responsabilité sociale des entreprises sont également un problème. Comme je vous disais, on forme nos agriculteurs parce que nous avons un responsable ICS et c'est une formation constante du personnel. Nous avons des relations de travail cordiales avec nos clients, nos employés et nos agriculteurs que nous considérons des membres de notre équipe à part entière. Nous utilisons les déchets organiques pour produire du combustible pour nos chaudières. Et puis, nous avons recours à de nombreuses jeunes femmes et de jeunes pour l'emploi, pas directement dans notre zone d'influence, mais un peu plus loin. Pourquoi? Parce que ceux qui vivent près de chez nous ne sont pas intéressés. Pouvons-nous passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Alors, une évolution cruciale qui nous a aidés dans Biotropical, c'est la formation. Toute l'équipe de direction, nous sommes au nombre de 6, moi y comprise, n'avions pas de formation agricole. Et nous venions tous d'horizons différents. Du point de vue de notre formation, comme par exemple, certains des membres de notre organisation avaient une
un diplôme en tourisme, que j'ai emmené dans mon entreprise. Et quelle stratégie ai-je donc suivie? Eh bien, c'était de chercher une institution comme le Coléadé. Nous avons pu tirer énormément parti de cette participation du Coléadé. Et il faut vraiment s'assurer d'avoir une formation dans son équipe. Pendant la COVID, nous avons pu produire, mais on était un peu au pied du mur parce que les interactions externes étaient assez faibles. Donc ici, voici quelques réussites. Et ici, vous allez pouvoir entendre comment la formation fournie par le COLEAD nous a aidés. Et je vais maintenant céder la parole à mon collègue pour qu'il vous en parle. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Bafo Efraï. Je suis ingénieur et je travaille pour BioTropical. Au départ, nous avons tiré parti de la période COVID pour pouvoir nous former pour les besoins techniques et nous avons obtenu cette formation à travers le COLI-ACP, maintenant COLID. Nous avons eu de nombreuses heures de formation qui ont servi à ma formation propre et celle des agriculteurs de notre équipe. J'ai reçu une formation en gestion durable de la biodiversité, la protection des cultures, l'Internet, dans la chaîne d'approvisionnement et dans la gestion des déchets solides. Le design par Internet nous ont permis de préparer un programme avec ma responsable ressources humaines lorsque nous avons pu ainsi mettre à disposition des agriculteurs et de nos travailleurs les ressources nécessaires. Et nous avons pu employer du matériel qui pouvait être assez intéressant pour pouvoir faire participer les gens et ainsi nous avons pu changer un peu les perspectives des agriculteurs qui ne parvenaient pas à bien gérer leurs exploitations, en particulier dans le domaine phytosanitaire. Et maintenant, nous avons également reçu une formation phytosanitaire également, et ainsi nous nous assurons qu'il n'y a pas de contamination. Nous avons maintenant des uniformes, nous avons des vestiaires où nous changer et ainsi, c'est ainsi que mes collègues et moi-même ont pu bénéficier du soutien du COLEAD en ce qui concerne notre formation. Merci beaucoup. Alors, il vous reste 1 minute, Marianne. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de notre stratégie future au Ghana, en particulier avec notre beurre de karité. Il y a beaucoup d'opportunités de formation qui sont offertes aux sociétés qui veulent exporter. Lorsqu'on se lance, il faut réussir du premier coup. Et donc, il faut faire beaucoup de recherches. Et donc, nous sommes constamment en formation, comme nous avons pu former notre équipe pour pouvoir accéder au marché européen et au marché africain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marianne. Merci à votre collègue. Qui est une surprise. Merci pour vos remerciements à l'égard du collègue. C'était une surprise pour moi. Ce n'était pas prévu du tout. Je vous en remercie. Je dis bonjour. Je salue mon collègue du GIZ qui vous ont aidé également. Nous avons tous ces partenariats, nos collègues des Nations Unies, du GIZ, pour annoncer
pour développer les capacités entrepreneuriales. Comme vous l'avez dit vous-même, personne ne peut faire les choses toute seule, donc il nous faut toujours développer des partenariats, saisir toutes les opportunités que toutes les organisations peuvent offrir, et je vous en remercie. En ce qui concerne le public, avant d'en arriver à la dernière présentation, la dernière PME, je voudrais vous dire d'abord, je voudrais remercier à toutes les personnes qui se sont jointes à nous, y compris de la région Pacifique et encore plus des Caraïbes. Les questions, vous pouvez les poser dans le chat, donc n'hésitez pas, parce que nous n'allons pas donner la possibilité aux personnes de s'exprimer oralement. Je ne vois pas beaucoup de questions, je vois beaucoup d'offres d'emploi, ce qui est très utile. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et nous reviendrons là-dessus pour poser des questions aux panélistes. Et nous allons maintenant passer à la dernière présentatrice pour ce panel. Il s'agit donc de Fanny Groundway, directrice générale de Perisha Agro et Packaging Enterprise, secteur de l'emballage au Malawi. Et donc, vous aussi, vous avez une attention très particulière pour quelque chose qui nous intéresse, c'est-à-dire pour améliorer la nutrition des femmes et des enfants de moins de 5 ans. Vous savez que nous-mêmes, nous avons des sessions d'innovation qui vont se concentrer sur cet aspect, et évidemment le développement des entreprises, mais également la nutrition des groupes les plus vulnérables, parce que nous ne voulons laisser personne sur le carreau. Alors, il s'agit donc d'encourager la culture et la consommation d'aliments bio-fortifiés, tels que la patate douce à chair orange, le maïs orange, les haricots nuas et les produits à base de manioc. Vous avez reçu beaucoup de récompenses. Vous êtes l'une des 50 femmes qui ont été couronnées de succès dans le domaine des données bio, et votre CV, je crois, a été partagé avec le plus grand nombre. Vous faites partie donc du top 50 des héros africains de l'économie de 2022. Nous allons demander à Axel de vous aider en partageant vos diapositives. Disposez de 10 minutes. Fanny, vous nous entendez? Oui, bonjour. Oui, merci encore de vous joindre à nous depuis le Malawi. Exactement. Est-il possible de nous montrer évidemment l'écran complet? Quand vous regardez screen avant volume, je le vois dans votre présentation, je le vois là. Full screen. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Sinon, écoutez, avancer, ça ne fait rien. On verra suffisamment bien. Alors, nous essaierons de résoudre cela chemin faisant. Alors, bonjour à tous, dit Madame Gondway. Je suis donc Fanny Gondway, je suis fondatrice et directeur exécutif de Perisha Agro et Packaging Enterprise, et nous sommes donc situés au Malawi. Je vais vous présenter 7 sujets. Si vous voulez, on les couvrira au fur et à mesure que l'on avance. Donc, voyons d'abord Perisha Agro. Nous sommes donc, nous avons notre siège au Malawi et nous avons, vous savez, nous avions vraiment rêvé de cette entreprise au moment où nous avions inscrit notre entreprise, et j'ai renoncé à mon précédent travail. Je travaillais donc dans le secteur de la foresterie, reboisement, et j'ai renoncé à ce travail pour pouvoir me consacrer à Perisha Agro. Donc, si vous regardez
En fait, ce qui se passe, c'est que si on regarde la zone d'Afrique australe, en fait, vous devez savoir que beaucoup de personnes souffrent de malnutrition. Et donc, nous avons voulu combattre cela et nous nous sommes concentrés sur des produits biofortifiés, des aliments biofortifiés. Et ce sont en fait des produits qui viennent de la zone locale. Nous travaillons avec les cultivateurs et les communautés. Les produits les plus importants, ce sont donc les 3 types de pommes de terre, les oranges, les haricots, le manioc, le soja, le riz. Et nous sommes en contact donc avec l'organisation des cultivateurs. Nous leur faisons produire la matière première que nous rajetons et que nous transformons. Nous transformons donc les pommes de terre douces, l'osprey, le son est coupé malheureusement. Donc, nous avons plusieurs types de produits, donc de la farine de haricots nua, de la farine de maïs orange, des patates douces à orange. Voilà, vous voyez ici le type d'emballage que je tiens en main. Ici, vous montre que ici, nous avons différents types de farines qui peuvent être emballées grâce à ce système. Et en fait, ce sont des produits transformés par nous-mêmes. Pour ce faire, nous sommes un peu plus de 80 personnes. J'ai mon deuxième fils qui travaille avec moi depuis 2017 et nous avons également Georgine Achakwa qui est une spécialiste de la nutrition et puis nous avons également d'autres personnes qui ont rejoint l'équipe, des techniciens par exemple. Et des personnels de soutien. Nous avons recruté plus de 300 personnes, des citoyens, chaque année, parce qu'en fait, il faut travailler également sur la terre. Nous avons 150 hectares. Donc, depuis 2016, c'est à ce moment-là que notre entreprise a commencé à vraiment croître et nous sommes consacrés à l'agriculture primaire. Le son est coupé malheureusement par intermittence. Nous avons également fait de la multiplication de semences et nous avons commencé la transformation en 2019. En fait, en 2016, nous couvrions 2800 ménages. À partir de 2021, je peux vous dire que nous avions vraiment plus de 600 000 ménages. Ce sont donc nos partenaires, nos clients, nos cultivateurs et qui constituent donc le véritable marché. Nous avons à peu près un marché qui est estimé à 60 millions de dollars et notre objectif est d'occuper 2% de part de marché grâce à notre épargne. Nous avons pu avoir accès au marché, différents marchés au Malawi, également au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Mais nous avons des partenaires et 3 investisseurs qui nous aident. Kev Debiu, un système d'accélérateur d'entreprise et également un groupe de transformateurs appelé ATI. Ils ont investi avec des capitales d'amorce, comme on dit aujourd'hui, et ceci nous a permis de travailler donc avec les clients, le gouvernement, les ONG et les cultivateurs.
Vous savez, quand on lance une entreprise, une petite et moyenne entreprise, il est important d'avoir une vision et de se spécialiser. Quand je vous parle d'avoir une vision, une intention, eh bien, parfois les gens veulent faire bien faire, mais ils ne comprennent pas très bien en quoi consiste la gestion d'une entreprise. Et on essaye de trouver des solutions. Il faut voir également les résultats attendus par la communauté, par la nation. Donc, 3 éléments importants, identifier le problème, voir quelle est la solution et, et quels sont les résultats que vous voulez pouvoir dispenser à la communauté à laquelle vous vous adressez. Alors, il y a en tant que PME, nous traversons pas mal de défis. Un des éléments très importants, c'est de faire un bon discours commercial pour bien rôder son discours, pour pouvoir être convaincant. Le jour où vous êtes invité à parler, vous devez saisir cette opportunité, expliquer en quoi consiste votre entreprise et que ce soit 1 minute ou 2 minutes que l'on vous accorde, expliquer ce que vous voulez, donnez vos coordonnées et en fin de journée, vous aurez effectué tout ce qu'il fallait faire. Alors, ça, c'est pour la montée en puissance. Comment croître? En fait, il est important que vous connaissiez bien tous les éléments de la croissance. Où est-ce que vous voulez arriver? Aujourd'hui, j'en suis là, demain, je veux arriver à cela. Donc, il faut élaborer un plan d'activité, un modèle économique et parler aux investisseurs, parler à votre communauté, parler aux agriculteurs et aux banques. Ils vous prêteront de l'argent, ils feront attention, ils vous feront des prêts et techniquement, aussi bien que financièrement, vous aurez réuni ce qu'il vous faut. Alors, quand je vous disais tout à l'heure d'être vous-même, il ne faut pas toujours s'ajuster aux autres. Des collègues vous parleront sans doute dans le secteur de la mangue, parce que je dois vous dire que nous avons, nous aussi, des mangues ici au Malawi. Mais vous voyez, ce qui a été présenté juste avant est fait de manière magistrale. Elle le fait très bien. Mais regardez ici les personnages que vous voyez à l'écran. Vous voyez, vous avez une bonne femme avec des hauts talons. Vous en avez une autre qui a des chaussures plates. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'arriver à trouver les solutions et parvenir au résultat. Ensuite, quand vous arrivez à votre marché, parfois, on prend peur. Et là, j'en reviens à votre plan de croissance. Vous devez vous demander, j'en suis à combien aujourd'hui? 10 millions. Quel est mon objectif cible? Vous fixez comme cible 60 millions. OK. Dans 5 ans, je veux arriver à un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. Cela ne se fera que si vous avez réuni tous les éléments pour performer et pour croître. Et ce sera une croissance continue. Et à ce moment-là, le plan fonctionne pour vous. L'image suivante, il vous reste une petite minute. Très bien. Alors, en fin de journée, en fin de compte, ce que vous voulez faire, c'est cartographier. Quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces. Donc, c'est l'analyse SWOT, comme on dit. Donc, parce que nous avons tous des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces autour de nous. On ne va pas avoir peur de tout ce défi. On prend tout cela à bras le corps et on avance.
Alors, sur cette image, c'est pour illustrer les stratégies de marketing. Vous devez reposer sur un réseau, comme par exemple venir à ce webinaire. Ça vous permet de rencontrer des collègues, mais également de trouver les employés, de procéder à des analyses, d'établir des liens, la connexion, et puis votre objectif cible. Enfin, mes collègues l'ont déjà dit tout à l'heure, il est important de planifier, mais vous ne pouvez pas vous arrêter simplement à la planification, il faut exécuter. Donc, fixer des objectifs de puissance, des objectifs de processus, saisissez les opportunités et vous gagnerez et vous ferez peur aux autres à ce moment-là. Voilà, je vous remercie d'avoir prêté attention à ma présentation. Je vous remercie beaucoup, Fanny. C'était extrêmement intéressant. Je suis toujours impressionnée par le niveau d'optimisme, de résilience et d'engagement de tous ces entrepreneurs, parce qu'il est vrai que c'est un monde difficile, extrêmement compétitif, avec peu de moyens, mais quand on est passionné, déterminé et que l'on travaille dur, notamment pour acquérir de nouvelles compétences, on y arrive. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions, vous avez le chat à votre disposition. J'ai vu qu'il y avait des mains levées. Je vous encourage de nous faire part de vos commentaires dans le chat. Et là, je m'adresse à Emery Sani et Enriqueta. Alors, je voudrais maintenant donner la parole à des personnes qui sont également entrepreneurs, mais qui ne sont pas forcément des PME dans le secteur de l'agri-food, comme on dit, mais ils soutiennent, ce sont des organisations et des experts qui soutiennent les entrepreneurs grâce à la capacité à la recherche. Et nous avons la chance d'avoir 2 personnes aujourd'hui. Commencerons par M. Kingsley Oswala d'Optimise. C'est la première fois que je vous vois. Vous travaillez avec PAFO. Avec le PAFO, j'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble également. Vous êtes un entrepreneur qui vise à améliorer la condition pour les agriculteurs et les exportateurs. Vous avez fondé Optimise vous avez commencé vous avez commencé à travailler pour améliorer la gestion des réclamations sur l'exportation des produits. Vous êtes actuellement en Allemagne, mais vous avez été présent à Londres, Buenos Aires et Johannesburg. Vous voulez changer vraiment la façon dont les commerçants travaillent en leur fournissant des facilités par la plateforme que vous allez nous présenter maintenant. Donc, Kingsley, merci beaucoup. Je vous cède la parole. Est-ce que vous parvenez à voir mes images? Oui, 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 très bien, et on vous entend très bien également. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir permis de participer à cette conversation fort intéressante. Bonjour à tous, je suis Kingsley Kuala et je suis le PDG de Optimis. Alors, Optimis est en fait une société du tech et nous travaillons avec les négociants du secteur de l'alimentation, et mon terrain de jeu, si j'ose dire, c'est surtout le continent africain, et il s'agit bien entendu de pouvoir exporter de manière rentable sur ce marché. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà connu la chose, parfois quand vous envoyez vos expéditions et votre client à l'autre bout de la terre vous dit la marchandise est arrivée endommagée, et donc vous
ou mieux, elle est endommagée, mais vous pouvez avoir donc de tels dommages que le client vous demande donc de faire une réduction de l'ordre de 10%. Et or, quand vos marges sont très serrées, c'est vraiment quelque chose auquel il faut être attentif. Donc, faites en sorte que au moment de l'expédition, vous puissiez assurer les meilleurs retours sur votre investissement. Alors, parfois, au moment du transfert, vous pouvez avoir des pertes. Alors ici, ceux d'entre vous savent peut-être que ces organisations, jusqu'à 14% d'entre elles, peuvent ce sont des aliments, des denrées qui peuvent être complètement endommagés pendant le transit. Et malheureusement, lorsque ceci se produit, eh bien, vous demandez, vous, en tant qu'exportateur, vous êtes ceux qui pâtissent le plus de cette perte parce qu'en fait, il vous appartient à vous de dire que vous avez tout mis en œuvre pour protéger la marchandise. Est-ce que vous êtes assuré? Si vous n'êtes pas assuré, la casse, c'est pour vous. Alors, pourquoi est-ce que ces pertes se produisent? Souvent, c'est dû à des erreurs humaines. Ça veut dire que quelqu'un a commis une erreur, a fait quelque chose qu'il n'entendait pas faire ou quelqu'un n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Et donc, en général, il y a 2 ou 3 types d'erreurs. Donc, lorsque la cargaison est endommagée, la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous pouvez prouver que à l'origine, le produit était de qualité? Si vous n'avez pas les éléments, vous allez devoir effectivement tout annuler, ce qui va vous coûter. Donc, il faut d'abord pouvoir prouver les éléments. Ensuite, vous avez également des problèmes liés au conteneur ou parce que la température n'a pas été bien réglée et pendant le transfert, il y a eu un problème de malfonctionnement, de mauvais fonctionnement. Et donc, si vous n'avez pas le bon type d'emballage, eh bien, vos produits vont peut-être souffrir pendant le transport maritime et lorsque la denrée arrive à destination, elle est endommagée. Et ensuite, il y a parfois un problème de communication interne, externe, avec la société chargée de l'expédition, etc. Et donc, tous ces éléments, en fait, contribuent de manière significative à des pertes tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Alors, la question est comment est-ce qu'on peut éviter de perdre de l'argent et de perdre du temps? Parce que, bien entendu, ça va vous prendre parfois jusqu'à 6 mois, voire 1 an pour essayer de tout régler et puis vous devez encore essayer de récupérer votre mise. Alors, ce que nous faisons chez nous, chez Optimis, c'est la numérisation des processus internes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez à l'écran qu'il y a plusieurs points de contact que vous aurez en tant qu'exportateur. Donc, l'entrepôt, à partir d'abord comment traiter avec les responsables de l'entrepôt, comment emballer, comment charger sur le conteneur, comment ensuite transférer cela sur l'autre transporteur. Et donc, la numérisation va vous permettre d'avoir des preuves numériques de tout ce qui a été fait depuis le premier hangar. Donc, vous faites des photos de vos emballages, de vos palettes de produits. Vous avez un clip vidéo, par exemple, qui prouve que vous avez ce système d'emballage. Et puis, vous avez des photos qui montrent que le conteneur a été scellé au moment du passage à un autre transporteur. Parce que au moment où on vous dit comment pouvez-vous prouver la condition de dans quelles conditions se trouvait la cargaison au point de départ, eh bien, vous montrez ces éléments de preuve. Et chez Optimis, nous utilisons des technologies pour simplifier les choses pour vous, pour que ce soit aussi efficace que la relation coût-efficacité soit au rendez-vous. Avec des applications mobiles, regardez à gauche, vous voyez une application mobile qui a été préconçue pour vous guider
sur ce qu'il faut faire pas à pas. Si vous exportez des agrumes depuis la récolte jusqu'à l'emballage, l'emballage jusqu'au hangar, la zone de refroidissement, les boîtes d'emballage appropriées pour ce type de transport. Donc, vous voulez remettre cela à vos employés pour qu'ils sachent exactement quoi faire, à quel moment, et pour pouvoir recueillir l'information nécessaire pour votre contrôle intérieur, mais également en cas de dommage. Et les informations apparaissent ensuite sur votre tableau de bord. Et ce tableau de bord donc reprend toutes les informations, le temps, l'activité, les conditions météorologiques, par exemple, pendant le transport. Alors, par exemple, les conditions météo, c'est important parce que la qualité des denrées périssables dépend de deux facteurs, le temps et la température, la durée, si j'ose dire, et la température. Et donc, tous ces éléments sont importants et nous les collectons pour vous. Et pour terminer, très rapidement, je voulais vous présenter une étude de cas auquel nous avons été confrontés. C'était en fait un exportateur de bananes du Ghana. Et je peux vous dire que cette personne a été confrontée à des pertes très importantes pendant le transport. Et lorsque la marchandise est arrivée à destination en Italie, l'acquéreur a rejeté complètement l'ensemble de la cargaison. Donc, il faut que le lecteur, celui qui doit recueillir l'information, doit également pouvoir échanger avec le client. Ceci va aider l'exportateur à comprendre le point de vue de l'autre. Ça leur permet de communiquer de manière pratique, pas seulement sur la vente, mais également sur la qualité. Voilà les processus que nous avons mis en place et nous sommes certains que ceci va être respectueux de la denrée. Et puis, du point de vue de l'acquéreur, cela montre que il y a aussi la possibilité de communiquer en temps réel avec l'acquéreur. Ça accroît la confiance entre l'exportateur africain et son client en Europe, par exemple. Et bon, vous savez, s'il y a, par exemple, une remise de 10%, c'est parce que l'on sait qu'il y a eu tel et tel élément qui est intervenu pendant le transport. Et donc, le message que je veux faire passer aux exportateurs est le suivant. Vous devez comprendre que les sinistres, les dommages pendant le transport, c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est une réalité. À un moment donné ou à un autre, vous serez confronté à ce cas de figure. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous préparer pour une telle éventualité parce que malheureusement, un jour ou l'autre, ça va se passer et vous aurez perdu toute votre marchandise. Si vous souhaitez en savoir davantage, voici mes coordonnées qui sont là. Je mettrai également mes coordonnées dans le chat. N'hésitez pas à me contacter et je remercie tous les collègues du PAFO et du COLEAD qui m'ont donné la possibilité de prendre la parole et je vous souhaite à tous beaucoup de chance. Merci beaucoup, Monsieur Kingsley, merci. Je vois qu'il y a déjà des questions de la part de différents pays. Utilisez-vous les blockchains, etc. Nous allons revenir vers vous dans la session questions-réponses. En tout cas, je vois que Elkana avait levé la main. Parmi les spectateurs, n'oubliez pas que vous devez intervenir par le biais de du chat et des questions-réponses. Et je vais maintenant donner la parole au dernier intervenant. Écosystème, c'est un système de soutien à l'écosystème. Bon nombre d'entre vous le connaîtrez, M. Jérôme Anthony. Il est responsable de Reforum, un produit qui vise à améliorer l'efficacité de la contribution de l'université au développement en agriculteur. Et il réunit 37 universités dans tout le continent africain. Un des domaines
dans lequel nous essayons constamment d'améliorer les choses, c'est nous mettre en rapport avec l'université et la recherche qui est toujours nécessaire pour le développement des compétences. Nous avons le privilège de pouvoir avoir invité M. Anthony Egeru, qui est responsable formation et développement communautaire pour RUFORUM, basé en Ouganda. Vous avez travaillé dans des projets financés par la Fondation Mastercard et également par une excellente organisation que j'ai connue auparavant pour renforcer la contribution d'une organisation peuvent réaliser pour le développement des capacités. Et comme de nombreux autres orateurs, vous vous concentrez sur des groupes défavorisés comme les jeunes et autres du même acabit. Vous avez également travaillé à Reforum ou dans le domaine du financement. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu nous rejoindre. Je sais que vous êtes en voyage, donc ce n'est pas toujours facile pour vous de communiquer avec nous. Donc, si en 10 minutes de temps, vous pouvez nous faire votre présentation, ce serait bienvenu du point de vue de Ruforum. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je voudrais simplement vérifier que vous nous entendez. Oui, je vous entends très bien. Je peux également voir la présentation PowerPoint et alertez-nous si vous souhaitez faire avancer. Est-ce qu'on la voit? Oui, ça y est. Nous voyons maintenant votre présentation en plein écran. Bonjour, je salue tous les participants à cette session. Je suis en ce moment en voyage à l'université au Kenya où nous sommes en train de travailler sur un projet éducatif. Je vais partager avec vous le travail de Ruforum qui est l'histoire que je vais partager avec vous concerne le travail que nous avons réalisé dans l'écosystème de développement ciblé des entreprises des compétences. Et nous avons également travaillé dans le soutien dans les communautés parmi les jeunes agriculteurs. Ruforum a été fondé en 2004 par 10 partenaires pour fournir une plateforme pour la mise en réseau et mobilisation des ressources et le plaidoyer afin de transformer les universités pour qu'elles soient pertinentes en vue d'un développement durable et inclusif. Il s'agissait de différentes universités qui étaient à différents niveaux avec différentes dotations et ceci est quelque chose que l'on observe encore aujourd'hui et nous voulions fournir une plateforme pour former les diplômés de qualité afin de soutenir les processus de développement dans l'Afrique. Le troisième panier étant la rationalisation et l'utilisation des ressources. Et ceci n'a pas changé depuis 2004 parce que le processus de développement requiert encore toujours un changement au niveau des universités. Nous sommes développés depuis 2004, nous n'étions que 10 universités dans 5 pays. Maintenant, nous sommes actifs avec 163 universités dans 40 pays africains qui recouvrent pratiquement tout le continent africain. Cette croissance, ce développement montre l'intérêt de notre réseau et soulève également une série de problèmes qui exigent un travail en coopération plus intense. Alors, ce que je vais partager avec vous, ce que nous avons fait dans ce qui est l'écosystème de développement ciblé des entreprises et des compétences avec les 49 variables d'interaction telles que nous les appelons. Et c'est ici où nous devons agir
Il nous faut une culture propice, financement, transfert des compétences, mentorat, les marchés, l'infrastructure et les ressources et les questions liées à l'emploi. Tous ces facteurs ont, ont permis à différents acteurs, les bailleurs de fonds, les partenaires stratégiques et l'administration locale qui ont participé. Si on voit ces différentes parties prenantes qui jouent ces différents rôles, les gouvernements locaux, les entreprises locales, les organisations sans but lucratif, les institutions éducatives, les agences, les bailleurs de fonds, les partenaires stratégiques, tous ces personnes, tous ces groupes sont des éléments clés qui sont fondamentaux pour le développement ciblé des entreprises et des compétences. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut dont il nous faut tenir compte pour pouvoir apporter notre soutien au développement des jeunes. En ce cas-ci, il y a 7 acteurs principaux avec des fonctions différentes et ces différentes fonctions nous mènent à différents scénarios avec des différentes fonctions qui existent et coexistent, sortent à permettre à ce que nous puissions atteindre un écosystème qui permet le développement et l'épanouissement des jeunes. Ensuite, il nous faut mettre tous ces éléments ensemble parce que ces différents acteurs fournissent des avantages différents et des soutiens de différentes natures aux jeunes. Les 7 acteurs ont 7 fonctions différentes, ce qui nous donne la possibilité d'avoir 49 permutations possibles avec lesquelles nous devons jouer. Donc, ce que j'essaie de soulever ici, c'est que lorsqu'on parle d'un écosystème entrepreneurial, il faut comprendre qu'il s'agit d'un écosystème complexe dans lequel il nous faut constamment réfléchir. On ne peut pas dire qu'on va suivre simplement une route pour pouvoir résoudre un problème, qu'on va fournir uniquement du financement. Vous pouvez fournir tout le financement que vous voulez pour les investissements, mais si vous ne traitez pas les autres composantes du problème, eh bien, votre argent sera perdu. Donc, il nous faut nous assurer que nous pouvons traiter toutes ces différentes facettes pour s'assurer que dans une culture propice, il y ait une législation et des politiques, gouvernance, la co-préparation, responsabilité, qu'il y a des problèmes avec le mécontentement collectif et avec le statut du quo et ouvrir la porte au leadership. Donc, avec les universités, même lorsqu'on met de l'argent, mais qu'il n'y a pas de leadership, les processus de création de l'esprit d'entreprise ne se réalisent pas. Donc, lorsqu'il y a eu l'argent, mais que le leadership universitaire n'était pas présent, le processus n'aboutissait pas. Et lorsque l'université était très engagée et que le leadership était là, mais qu'il n'y avait pas de financement, on arrivait au même problème. Donc, il faut chercher les différents portefeuilles avec le capital risque, les prêts, les bourses et des subventions, les financements, des allocations, des investissements, des différentes voies que nous explorons pour pouvoir en faire profiter les jeunes. Pour le transfert des compétences, et il faut penser aux qualités associées à l'esprit d'entreprise, les compétences commerciales, les compétences en matière d'employabilité, préparation au marché du travail. Nous sommes particulièrement concentrés là-dessus, en particulier pour les jeunes qui venaient de quitter l'école pour le développement. Avec les programmes de développement des capacités, nous avons créé un programme spécifique pour les jeunes qui venaient de quitter l'école pour pouvoir créer des entreprises qui tiennent la route et qui puissent fournir des revenus. Il est également nécessaire de se concentrer sur le mentorat avec des conseils en affaires, un coaching personnel, l'orientation sur le marché du travail et l'orientation professionnelle et artisanale pour garantir le succès aux différentes frontières du progrès pour l'entrepreneuriat. Nous avons également à gérer la taille des marchés locaux et que nos distributions. On vient de parler de la chaîne logistique et l'accès au marché. Ce sont des questions très importantes. Nous avons remarqué que les jeunes qui travaillaient dans le secteur laitier avaient du mal à
gérer sa chaîne d'approvisionnement et donc la plupart de son lait était gaspillé. Donc, ce sont des problèmes réels sur lesquels nous avons dû travailler avec les jeunes pour, dans leur petite société, peu importe sa taille, il faut qu'ils veillent très fort à leur chaîne d'approvisionnement parce que s'ils ne le font pas, ils finissent par perdre leurs bénéfices. Et nous examinons également les questions d'infrastructures ressources avec l'infrastructure physique, avec des accélérateurs et pépinières, les services professionnels, les services de soutien opérationnel, les plateformes de conceptualisation. Jusqu'à présent, nous avons principalement aidé les universités à établir des pépinières. Maintenant, nous sommes dans la phase où nous disons que nous devons passer à la création d'accélérateurs et également à apporter notre soutien aux plateformes de conceptualisation. Ces autres infrastructures, nous y travaillons avec nos différents partenaires pour pouvoir permettre aux jeunes d'accéder à ces différentes infrastructures. Du point de vue de l'emploi, il y a différentes recettes comme les stages, les formations d'apprentissage, l'emploi à temps partiel ou à temps plein, l'emploi indépendant, observation en situation de travail, le travail de vacances. Tout cela, nous l'avons examiné, mais il faut pour penser aux entrepreneurs qui veulent créer leur propre entreprise. Donc, nous explorons toutes ces voies et ce que nous avons observé, c'est que certains jeunes qui passent par des stages sont revenus à l'université parce que leur stage leur avait permis d'ouvrir mieux les yeux sur les entreprises qu'ils voulaient créer grâce aux expériences d'apprentissage qu'ils avaient eues dans le secteur privé. Donc, il y a beaucoup d'intérêt dans ce processus, mais l'idée, c'est que nous n'enfermons pas les jeunes dans un seul groupe. Dès lors, il nous faut toujours reconnaître les différents acteurs, les différentes parties prenantes, et c'est ainsi que nous avons créé une cartographie du travail en Afrique du Sud, compte tenu de notre participation avec les universités, de l'État libre, ainsi qu'avec d'autres collèges. Et ainsi, nous avons pu avoir 15 ou 16 sociétés créées par des sociétés qui ont donné lieu à la création de 100 emplois. Et c'est avec ceci que j'aimerais bien clôturer ma présentation. Merci, monsieur le professeur. Merci de vous être rejoint à nous depuis le Kenya. Une présentation très complète, très complémentaire de tout ce qui a été dit jusqu'à présent et très passionnante sur la réforme du travail. Et il y a cette partie qui manque effectivement de la part des chercheurs universitaires et qui n'atteint pas nécessairement le secteur agricole et des entrepreneurs. Et j'espère vraiment que nous pourrons travailler ensemble pour pouvoir élargir et accélérer cette collaboration. C'est le terme qu'on utilise maintenant. Nous avons vu dans les sessions et avec les partenaires qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi malgré les difficultés et avec le financement, mais l'accélération doit être soutenue, ce qui veut dire que nous devons collaborer davantage. Je ne sais pas s'il y a des questions pour vous, professeur. Je reviendrai sur les questions des normes internationales, ce qui est bien entendu une question centrale pour le collègue. Nous n'avons pas beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'interactions transversales. Merci pour vos commentaires. Il y a beaucoup d'interactions sur l'avenir. Je vais maintenant vous redonner la parole dans votre intervention. Si vous voulez ajouter quoi que ce soit sur ce qui a été dit par les autres intervenants, certains commentaires dans le chat. Et il y a davantage de questions pour M. Dioma. Dans le commentaire QA, comme il a été signalé par le WAFO, le réseautage est fondamental pour ce public et je voudrais que les participants au webinaire puissent être formés ou soutenus dans un groupe, que ce soit par WhatsApp ou tout autre format. Et peut-être que Jérémy peut revenir là-dessus, mais c'est quelque chose que nous discutons
souvent entre PAFO et le COLEAD parce qu'il y a énormément de choses à partager au-delà des sessions que nous avons en ligne. En fait, je vois déjà une réponse concernant les normes. Donc, à moins qu'il y ait des questions pressantes de personnes dans le public qui n'ont pas pu mettre leurs commentaires pour des raisons techniques, dans ce moment-là, levez la main. Si ce n'est pas le cas, comme je disais, nous revenons aux panélistes pendant 2 minutes si vous voulez ajouter quoi que ce soit à ce qui a déjà été dit. Marlène, est-ce que vous voulez prendre la parole en premier lieu? Eh bien, si vous n'êtes pas... Ah, oui, merci. Merci, Zelina. Je voudrais simplement ajouter comme mes collègues ont dit, il est vraiment nécessaire de se montrer. J'ai ce syndrome de l'imposteur. Pendant 4 ans, je travaillais dans une société qui s'occupait de l'alimentaire et il est très difficile de pouvoir lancer une société ou de mener une société en Afrique. Donc, il nous faut chercher de l'aide. Il y a beaucoup d'aide disponible et puis je conseillerais également à euh, chercher toutes les formations possibles pour pouvoir développer les capacités et pour pouvoir chercher les financements, que ce soit auprès des banques, auprès des partenaires. Il y a beaucoup de choses où on peut puiser des ressources, mais il faut y penser. Merci beaucoup, Marianne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, vous aussi? Nous aurons des sessions consacrées au financement également. Nous avons énormément d'institutions, établissements financiers dans d'autres sessions. Marianne, est-ce que vous êtes prête à apporter un commentaire supplémentaire ou quelques commentaires supplémentaires? Si vous avez des problèmes de connexion, passons à M. Dioma. Allô? Bon, dans le chat, j'ai pu regarder. Maintenant, je ne vois pas exactement. Non, mais voilà, merci. C'est vrai que bon, j'ai suivi un peu les autres interventions aussi. Et bon, il faut reconnaître que la question entrepreneuriale, j'ai suivi quelques exemples. Bon, il y a souvent on se demande, c'est pas la chance qu'on a eue, parce que bon, malgré nos connaissances, on est face souvent à certaines situations. On se dit peut-être que c'est la chance qu'on a eue pour être à ce niveau-là. C'est vrai que bon, nous, par exemple, qui sommes dans l'exportation de la mangue ici au Burkina, curieusement, nous connaissons, nous maîtrisons même le marché international comparativement au marché national et sous-régional. Alors que c'était le contraire qui devait se faire. On devait d'abord commencer par le marché national avant d'aller vers le marché international. Mais nous avons commencé à l'envers. Donc, il faut travailler maintenant à revenir un peu sur le marché national et sous-régional. Et je pense que, bon, petit à petit, on va y arriver, quoi. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, oui. Marianne, j'ignore si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Si ce n'est pas le cas, Fanny, est-ce que vous voulez ajouter quoi que ce soit de votre côté?
Très bien. Peut-être qu'il y a des problèmes de connexion. Alors, je ne vois pas non plus de main levée dans le chat. Donc, puisque le temps est compté, je peux revenir vers vous de toute façon plus tard, mais peut-être que Jérémy va prendre la parole maintenant parce que ce serait complet tout ce qui a été dit par Collision. Jérémy, si tu veux bien prendre la parole maintenant. Oui, bonjour à tous ou bonsoir selon où vous vous trouvez et merci de me donner la parole. Alors, je voudrais commencer par remercier tous les membres du panel d'avoir pris le temps et d'avoir surtout voulu partager avec nous leurs enseignements. C'était riche en enseignements. Je remercie également, bien entendu, le PAFO avec lequel nous organisons conjointement cette session. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long parce que, en gros, je crois que, si pas tout, mais beaucoup a déjà été dit. Alors, peut-être un petit rappel, le Coléade maintenant établit le lien entre l'esprit d'entreprise, le monde agricole et la formation. Notre nom a changé parce que nous voulions nous définir par ce que nous faisons plutôt que pourquoi nous le faisons. En tout cas, nous sommes une association sans but lucratif et nous venons en aide aux petites et moyennes entreprises en Afrique, Caraïbes et Pacifique, alors et ailleurs également. Certaines de ces entreprises veulent exporter vers l'Union européenne, mais ce n'est absolument pas une précondition pour entrer dans notre organisation. Alors, notre mission aujourd'hui est définie par le soutien de toutes les activités qui vont permettre au secteur agricole d'atteindre les objectifs du développement durable. Et notre vision se retrouve dans deux mots, aider les personnes. Ça, c'est vraiment ce qui nous tient éveillés la nuit, si j'ose dire. C'est ce qui nous motive également en tant qu'organisation. La voie que nous avons suivie déjà depuis quelques années, c'est de se concentrer sur l'aspect capital humain. Et c'est là que nous misons tous nos efforts. Nous mettons tous nos efforts. Ce n'est pas la solution à tout, bien entendu. Ça ne résout pas tous les défis, bien entendu. Mais il faut aider le secteur agri-food, le secteur agricole et de l'alimentation à penser à tout ce qu'il faut savoir. Donc, il faut miser sur les connaissances, sur le capital humain, mais du côté technique, gestion, toutes les étapes de la chaîne doivent être bien pensées pour trouver des réponses à ces défis. Vu la complexité des choses en jeu, dans un contexte différent, dans un environnement qui bouge beaucoup, perturbation des chaînes, changement climatique et également un environnement de jour plus volatile et plus instable. Cette attention aux compétences est quelque chose qui résonne en particulier et j'ai beaucoup réfléchi aux études de cas qui nous ont été présentées et riches en inspiration. Quelque chose qui a été mentionné dans l'introduction par Isolina, lorsqu'on a des compétences, parce qu'on a plein de compétences, qu'on a une série de compétences techniques et gestion qui sont nécessaires quand il s'agit de l'entrepreneuriat, nous avons notre petite expérience qu'il n'y a pas seulement les compétences, mais également la mentalité et l'état d'esprit qui sont importants. Il y a quelques mots importants qui, je pense, ont surgi aujourd'hui. L'adaptabilité, l'agilité, la souplesse. La souplesse avec malgré tout la capacité à rester concentré, pouvoir être patient, résilient, avoir la foi, parce que parfois, dans le cas des entrepreneurs, et en particulier pour les PME, les entrepreneurs se retrouvent seuls et isolés. Ce n'est pas toujours facile. Et donc, à ces moments-là, se raccrocher à sa foi en soi-même, dans les autres et dans les projets, les idées et les concepts qu'on développe, c'est fondamental.
Et puis, je pense qu'il s'agit de voir les opportunités là où d'autres voient des défis. De nouveau aussi, c'est plus difficile parfois à vivre parce que cela demande une mentalité, une énergie positive constante pour pouvoir maintenir cet état d'esprit positif, pour être toujours optimiste, pour pouvoir autonomiser les autres, les embarquer dans l'aventure. Autre élément clé que nous avons relevé lorsqu'il s'agit de gérer une MPME, il est souvent nécessaire de porter différents chapeaux tout au long de la journée et il faut bien entendu avoir une vision à court terme sans perdre de vue le long terme. Il faut analyser non seulement absolument tout et pas uniquement sous le prisme de la gestion des risques, mais également de celui de la gestion des occasions, des opportunités lorsqu'elles se présentent. Et à la fin en bout de compte, en fait, il faut une série de compétences et un état d'esprit particulier pour pouvoir réussir. C'est un travail dur, cela prend du temps, mais c'est possible. Comme les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui, avec de nombreux autres témoignages inspirants que nous avons entendus au long et au large des sessions. Et je pense, bien entendu, que nous pouvons continuer à travailler encore au-delà des ressources que nous essayons de rendre disponibles. Et n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec nous. Nous partagerons également le lien pour de notre plateforme d'apprentissage qui est d'accès public. Il vous suffit de vous enregistrer et toutes nos ressources peuvent être disponibles. Bien entendu, il y a aussi l'importance des réseaux. C'est un élément clé auquel nous travaillons avec la PAFO, car nous constatons que nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Nous avons déjà organisé une série de sessions et nous voyons qu'il y a différentes choses que nous pouvons apprendre dans ces sessions. Une des sources d'enseignement, c'est ce qui se passe bien entendu dans le chat et nous aimerions avec PAFO d'être dans une meilleure situation pour pouvoir créer de meilleures conditions d'interaction pour que celles-ci puissent se produire entre vous, non seulement pendant les sessions, mais également en dehors de ce cadre, avant ou après. Et à nouveau, d'une façon libre pour que les intervenants peuvent être membres ou non, ou bénéficiaires ou non des interventions du PAFO du COLID. L'idée, c'est bien entendu qu'on regarde tous dans le même sens. C'est un effort collectif important. Il y a des changements complexes qui se produisent, mais tous les efforts seront les bienvenus. Donc, c'est un domaine dans lequel que nous allons examiner également. Et donc, on a vu dans les différentes présentations, c'est qu'il faut pouvoir identifier le soutien lorsqu'il est disponible, le soutien qui soit un soutien de grande envergure et un soutien secondaire, ce qui sont des choses importantes, en particulier le soutien psychologique, par exemple. C'est important de pouvoir avoir ce réseau et que ceci puisse se faire sans que nous n'intervenions nous personnellement. Donc, une fois de plus, je voudrais vous remercier tous et bien entendu, remercier à l'équipe du COLID et l'équipe du PAFO, de la PAFO, pardon, pour cette magnifique session et je suis impatient déjà de participer à la suivante. Merci, merci beaucoup, Jérémy, pour le temps que tu as pu avoir. Je ne t'ai pas présenté parce que tout le monde te connaît presque. Non seulement tu es le délégué général du COLID, mais vous verrez que le travail avec les agriculteurs et les MPME, ce sont des choses que tu connais très bien. Tu as travaillé non seulement avec les pays des ACP, mais en Amérique latine. Nous avons également beaucoup de participants, en particulier des Caraïbes, dans l'exportation vers les États-Unis et dans le marché européen. Tu as une formation dans le coaching et la formation, et donc tout cela, nous le savions déjà. Je pourrais demander à Kingsley et au professeur Eguiri
Egeru, si vous avez quelques commentaires ou peut-être que Baba Femi, parfois, voudrait dire quelque chose. Monsieur Kingsley, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci beaucoup, Esselina. Je pense que, simplement pour conclure, ce que je dirais de retenir, c'est que il ne faut pas avoir peur d'essayer des nouveaux trucs. Je sais que l'espace dans lequel vous vous trouvez est de faire les choses comme vous y êtes habitué, mais la numérisation est là pour vous permettre d'être plus rapide, plus rentable. Et je vous dirais, n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses. Oui, merci beaucoup. C'est des choses qui nous intéressent très fort au Colide et au PAFO et fournir notre appui pour l'aspect numérique. Monsieur le professeur Reguero, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup. De mon côté, il y a peut-être deux choses à ajouter. La première, c'est que il y a beaucoup de besoins du côté des universités pour un bon geste d'acteurs du secteur privé qui existent déjà pour apporter leur soutien aux jeunes startups. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut commencer à traiter l'équation de la crise de l'emploi dans le continent africain. Ces personnes ont besoin de beaucoup de mentorat et de bonne volonté qui existent déjà parmi les acteurs du secteur privé. La deuxième question, c'est qu'il nous faut poursuivre sur notre lancée pour avoir une vibration positive. C'est possible. Et même dans les universités, dans nos universités, il a souvent été euh, euh, qu'il est plus facile de passer un cadavre d'un cimetière à un autre que de transformer notre université. Je pense que c'est important, transformer les universités par des changements graduels. Et ceci exige que nous travaillions ensemble. Les acteurs du secteur privé, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas perdre de vue ce qui se passe dans les campus universitaires, parce que lorsque les jeunes universitaires quittent l'université, ils viennent dans vos entreprises. Et si vous êtes très impliqués, vous pourrez réduire les coûts de formation et de reformation alors qu'ils passent dans le monde du travail avec vous. Donc, je vous appelle à vous engager pour créer cet écosystème vibrant pour l'entrepreneuriat. Merci beaucoup à tous. Merci, vous avez tout à fait raison et nous sommes très intéressés par cette façon de voir les choses et des liens entre les universités et la recherche. C'est là où c'est dans les universités que se passe la recherche et au niveau des entreprises, il faut également qu'il y ait des informations qui remontent. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre qui pourrait être ajouté par Marianne ou d'autres participants. Je vois qu'il y a deux mains levées. Elhadj Madiane Saware. Non, vous avez mis, vous donner le contact, on fera le suivi. En tout cas, ce que je voulais dire au nom de l'équipe, que nous faisons un suivi très exhaustif de tous les messages qui apparaissent dans le chat et vous connaissez notre email également pour envoyer d'autres demandes de renseignements. Nous vous mettrons en rapport. Nous ne pouvons pas partager les contacts des panélistes pour les questions de protection des données, mais nous vous mettrons en rapport avec eux. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec nous en écrivant à Entrepreneurs at Collide en français ou en anglais. Si vous n'avez pas davantage de commentaires, merci beaucoup de notre côté. C'est un plaisir de pouvoir compter sur un public aussi dynamique et je vais laisser le mot de la fin au docteur Baba Femi
le PDG de la PAFO, qui se trouve actuellement à Tokyo. Merci, Monsieur Babafemi. Merci beaucoup, Isolina, d'avoir la possibilité de conclure. Je voudrais remercier tous les participants, tous les orateurs, tous ceux qui se sont donné la peine de faire une présentation. Nous avons beaucoup apprécié votre soutien pour cette série et comme l'a dit Jérémy, nous continuerons à aborder ces sujets parce que nous avons vu que beaucoup d'entre vous sont à la recherche de contacts dans le cadre d'un réseautage. Si vous êtes confronté à des défis, si vous pensez qu'un collègue peut recevoir une aide de la part du PAFO ou du COLID, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce que ces conversations doivent se poursuivre. Ce n'est pas la fin de la série. Nous voulons vraiment que toutes ces questions continuent à résonner en vous. Je voulais remercier en particulier Isolina, qui est toujours un chef d'orchestre extraordinaire pour ces réunions et également pour notre travail d'équipe. C'est ce qui a rendu possible toutes ces séries sur l'innovation. J'espère que nous aurons la possibilité de vous revoir dans ces réunions et c'est à bientôt. Donc, que je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous et merci à nos interprètes. C'était un plaisir. À très bientôt à tous. Au revoir.